L'heure est grave. La maladie de Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume font actuellement peur aux Ivoiriens. Regardons la vidéo. La famille, alerte rouge. Alassane Ouattara et Allah, et Dieu, et Seigneur, et Seigneur. Je vois des gens qui parlent quand on dit non que Dramane est malade, que non, voilà, il est couché quelque part là-bas, il est en train de se faire percer par vous savez de quoi je vais parler. Je vois des gens qui viennent me dire non, hey, c'est la haine, c'est un être humain, vous allez partir avant lui, Dieu est avec lui, et vous êtes des maudits, hein. Pour le RHDP là, ou bien les RDR, tous ceux qui ont les noms bizarres là, je peux les comprendre. Mais quand je vois certains venir dire non que ouais, moi je suis pro Gbagbo, hein, mais là, vous mentez, vous aimez trop mentir, vos mères, vos babiers, c'est-à-dire, quand tu vas te lever, tu vas venir sur ma page là, pour venir me dire non, je suis pro Gbagbo, mais ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec toi, je te dis en même temps. Mais si tu penses ça dans ta tête ou bien dans ton corps, ton babier, ton enfant son babier, ta maman sa babier, ton père son babier, c'est-à-dire toute ta famille, tous tes voisins, tous ceux que tu côtoies, chaque jour leur babier. Viens écrire encore sur ma page. Je n'ai aucun remords lorsque je dis que Dramane Ouattara est malade, mais il est comme si. Vous parlez non, tu vas partir avant lui, mais qui vous a dit que moi je suis immortel? Moi je ne suis pas immortel. Ça je vous le dis direct, hein. Moi là je ne suis pas immortel. Et c'est parce que je n'ai pas peur de Dja que je m'attaque à Dramane Ouattara. Quelqu'un qui a peur de Dja là, il ne peut jamais s'attaquer à Dramane Ouattara. C'est parce que moi là, je n'ai pas peur de Dja. Ça peut venir moi à n'importe quel moment. Donc je m'en fous. Je suis un cabri mort. Mais Dramane là, si vous avez peur que ça arrive à Dramane là, c'est que vous êtes des maudits. Combien de personnes Dramane a Dja jusqu'à aujourd'hui? Combien de personnes Dramane Ouattara a Dja? Et vous allez venir nous dire non, ouais, Dieu avec lui. Dieu n'est jamais avec Dramane. Vous parlez de quel Dieu même? Vous parlez de quel Dieu? Les RHDP là, je peux comprendre leurs commentaires, ils vont venir m'insulter matin, midi, soir, c'est parce qu'ils ont mal. Parce que quand je parle là, ça les pique, donc ils ont mal. Ils ont très mal. Donc ils sont obligés de venir m'insulter, de venir dire du n'importe quoi sur ma page. Ouais, tu es un mouton, tu es un menteur, tu es un comme ci, tu es un comme ça. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Parce que ça c'est le RDR. Mais en dehors du RDR là, les babiers qui veulent se jouer des pasteurs là. Ton pasteur Yao, toi, ta mère, ton père, vous tous vos babiers. Vos histoires, attendez, avant de continuer la vidéo, parce que je vais vous parler d'Alassane Ouattara et sa villa. Je vais demander ici aux autorités françaises d'aller perquisitionner la villa d'Alassane Ouattara qui est à Mougins là, où il va chaque fin du mois là, où il va là. Attendez, on va finir cette vidéo. Je parle ici au pasteur là. Vous n'avez pas dit que vous êtes trop bête dans vos têtes. Vous ne savez même pas dans cette histoire qu'on vit là, vous ne savez pas qu'il n'y a pas pitié dedans. C'est vous qui savez qu'il y a Jésus qui est là, qui nous regarde. Jésus, vous avez... Écoutez cette vidéo là, écoutez. J'explique toujours aux gens qui parlent avec beaucoup d'émotion, indignés d'ailleurs, que la religion en Chine est pourchassée et persécutée. Je leur dis laquelle? Alors ils me disent le christianisme. Je dis mais le christianisme c'est pas une religion chinoise. Le christianisme, le Christ, Jésus-Christ, cet homme si magnifique, si doux, si bon, a été envoyé en Chine dans une caisse d'opium. C'est comme ça qu'il nous est arrivé, avec le fusil d'un côté et l'opium de l'autre. Comment voulez-vous qu'on l'aime? Comment voulez-vous qu'on comprenne le christianisme? La première chose que les missionnaires faisaient quand ils étaient un peu casés, c'était durant les temps de famine et d'inondation, quand les pauvres paysans n'en pouvaient plus, de les convertir en leur donnant un bol de riz. Vous mangez, on vous baptise. Si vous ne voulez pas être baptisé, vous mangez pas. C'est ce qu'on appelait les chrétiens du riz. Comment voulez-vous qu'on aime ça? Et puis alors, ils achetaient à tour de bras des villages. L'Église catholique est devenue grand propriétaire terrien. C'est à elle qu'appartenaient à Shanghai tous les districts de prostituées. Comment voulez-vous qu'on respecte une église comme ça? Ça, c'est le christianisme. Et je ne parle pas du protestantisme, qui était tout aussi mauvais. Alors, chers frères, pour ceux qui ont compris cette histoire-là, que la dame vient de raconter là, c'est-à-dire ceux qui viennent sur ma page, qui viennent dire non, Dieu est comme si Dieu te voit, Dieu, et vos mots dire. Les chrétiens, là, je vous dis en même temps, avant d'arriver ici à faire des Dramane, là, quittez ma page.
Parce que vous, là, on vous a forcé à aimer Jésus. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Mais vous poussez les gens à rentrer dedans. C'est-à-dire, votre histoire d'amour de Jésus qui vous pousse à venir m'attaquer sur ma page parce qu'on dit que non, Draman ne se porte pas bien, il est comme ci, il est comme ça. Et vous vous levez là, votre Dieu qu'on vous a forcé à aimer là, vos parents là, qui vous ont mis dedans là, on les a forcés à aimer Jésus, à l'adorer. Ils ont fait ça de force. Donc c'est pour vous dire que Dieu n'a pas de pitié. Vous êtes dans l'émotion, mais Jésus là, votre Jésus là, il n'a pas de pitié. Lui, quand il est arrivé dans les pays là, on dit qu'il venait dans des caisses de bancs, c'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, ceux qui sont venus convertir là, et ils fumaient banc et buvaient n'importe comment. Et quand ils venaient créer des coins de poporon, c'est-à-dire les Nina Keita Promas, voilà, les moments de Nina Keita là, ils faisaient ça. C'est comme ça qu'ils venaient convertir les gens, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train de convertir les gens, et c'était les business qui étaient là. Vous n'avez rien compris encore. Donc laissez-moi rester là-bas, restez là-bas, vos Jésus là, laissez-moi faire mon truc tranquille. Vos émotions là, allez-y loin avec. Donc, comme je le disais, nous savons tous ici que Nina Keita est reconnue coupable. Voilà, elle est reconnue coupable. Puis jusqu'à présent, elle est protégée par la justice ivoirienne. C'est-à-dire, la justice d'Alassane Ouattara protège Nina Keita. Nous savons tous que si c'était un Ivoirien lambda qui était trempé dans cette histoire, longtemps ils sont partis l'arrêter parce qu'en Côte d'Ivoire on sait ça. On a vu ici les gens qui ont montré l'argent, ils sont partis les arrêter. On dit non, que c'est un crime. On a vu ici les gens qui ont montré les tout sur internet, ils sont partis les attraper pour les mettre en prison. On a vu beaucoup de trucs ici. Mais pour Nina Keita, où on dit non qu'elle vend nos enfants là, elle est là pénale. Donc ça veut dire que la justice de Draman Ouattara protège Nina Keita. Ce qui signifie que eux-mêmes ils sont trempés dans cette histoire. Et c'est pour cela que je dis ici, je demande ici aux autorités françaises d'aller perquisitionner la maison d'Alassane Ouattara, la villa d'Alassane Ouattara qui est à Mougins. On ne sait jamais. Parce que nos enfants, lui-même, Draman Ouattara lui-même l'a dit, que les enfants qui disparaissent là, on va les chercher. Mais jusqu'à présent là, ceux qui ont fait ça là-haut, ceux qui ont dit qu'ils ont attrapé ces doyi, ça continue, jusqu'à présent ça continue. Voilà, ça continue. Donc qui prend nos enfants? Qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants? Draman Ouattara, qu'est-ce qu'il a mis dans sa villa là-bas là? Parce que Nina Keita, elle est dans le domaine, elle est professionnelle. C'est-à-dire, elle et puis Epstein, ils sont comme ça. C'est-à-dire, les deux travaillent ensemble. Les gens parlent de non, business, acheter armes, c'est doyi. C'est doyi, son para là, Nina Keita là. C'est elle qui livrait. Parce que chacun avait son poste au sein de l'entreprise de Epstein. Alors, Nina Keita, elle, son rôle, c'était de livrer. Donc, c'est lui. Epstein s'est déplacé jusqu'à pour aller en Côte d'Ivoire derrière Nina Keita. C'est parce qu'ils étaient proches. Et il devait avoir une confiance. Il devait avoir une confiance énorme à la personne de Nina Keita pour se déplacer jusqu'à pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'était pas juste le business parce qu'il ne faisait pas du business avec n'importe qui. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la villa d'Alassane Ouattara où il va chaque week-end, c'est-à-dire chaque mois où il va en France, là, dans sa villa, là, il faut que les autorités françaises fassent attention pour aller vérifier dans cette villa-là. On ne sait jamais. Parce que ces gars-là, c'est-à-dire où on ne peut pas le soupçonner, c'est là il fait le travail. Donc on doit aller perquisitionner la villa d'Alassane Ouattara à Mougins. On ne sait jamais. Parce que c'est l'oncle de Nina Keita. C'est la même qui travaillait main en main avec Epstein. Donc c'est très important. En Côte d'Ivoire, les Français ne peuvent pas aller perquisitionner la maison de Nina Keita ou bien les domaines d'Alassane Ouattara. Mais en France, c'est étonnant. C'est vrai, le vieux, il est malade, c'est vrai. Mais chaque jour, chaque mois, venez en France. Il vient faire quoi? Et puis quand il vient en France, il rit, ses dents sont dehors, il est content. C'est un peu comme quand il vient, il y a quelque chose qui change. Ce n'est pas le soignement seulement. Ce n'est pas les piqûres, l'adrénaline qu'on met dans son corps, mais il y a quelque chose qui n'est pas net. Et c'est pour cela qu'on demande aux autorités françaises d'aller perquisitionner sa maison. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce qu'il fait dans cette villa-là, les gens disent, oh, c'est en France. En France, ici, mais les gens font pire que ça. Vous voyez les maisons, quand vous arrivez dans les quartiers, les maisons fermées, comment. Mais, 2, 3, un jour, quand vous allez vous lever, vous vous dites, une maison, ça là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé dedans. Parce que les maisons sont toujours fermées. Chacun, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où tout le monde peut rentrer chez tout le monde. Non, ici, là, chacun dans son coin. Il y a des voisins là. Ils sont voisins comme ça.
Ils ne vont pas se voir pendant des mois, ou bien ils ne vont pas se dire bonjour pendant des années. Donc ici, c'est chacun dans son... Donc lui, sa villa, où ça y est là. Ce qu'il fait dedans là, il doit nous expliquer ça. Puisque c'est Nina Keita qui gère le business de Epstein. Vu que Epstein n'est plus là, est-ce qu'elle n'a pas hérité? Les gens me disent, non, oh, tu abuses, ce que tu dis. Ce que je dis vous fait mal. C'est parce que ça vous fait mal que vos cœurs n'acceptent pas. Mais normalement, là, ton cœur, là, c'est-à-dire ce que je dis doit te faire mal, mais ton cœur doit accepter. Parce que c'est la vérité. Et tout ce que je propose simplement, c'est d'aller vérifier dans cette villa-là. Donc j'interpelle ici les autorités françaises, d'aller perquisitionner, d'aller vérifier ou bien d'ouvrir une enquête à l'encontre d'Alassane Ouattara qui a une villa. Bon, il a beaucoup de maisons en France, mais surtout à Mougins, ce qui est là-bas, là, il faut qu'ils aillent vérifier. Parce que Nina Keita était, c'est-à-dire la bras droit de Epstein en Afrique. C'est-à-dire c'est elle qui gérait tout. Vous avez vu avec ce qui s'est passé au Sénégal, Nina Keita était impliquée dans cette histoire au Sénégal avec Epstein. Donc, Nina Keita n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Voilà, même si aujourd'hui, le business continue en Côte d'Ivoire, et on voit aujourd'hui qu'il y a les journalistes qui se sont pris en débouquet, en remontée, en remontada. Il y a des journalistes, c'est-à-dire qu'on est quoi? Lui, il est garçon, il est vilain, et puis c'est lui, on fait quoi? Daoud Doumbia Yacouba. Dès jour là, c'est chaud sur lui. On parle de ton boda qu'il est en train de distribuer dans Bigan là. Il veut se concentrer sur Zone Presse. Zone Presse ne t'a rien fait. Tu as peur de lui? Ou bien tu penses que quoi? Tu penses que c'est nous, on est derrière Zone Presse? Ou bien tu penses que quoi? Ou bien tu penses que, comme on a dit, vous avez remarqué, comme j'ai fait la vidéo et j'ai dit que il y a un journaliste. Il y a un journaliste en Côte d'Ivoire qui a dénoncé, qui a expliqué ou bien qui a donné les détails de ce qui s'est passé et que je suis venu donner là. Maintenant, il veut faire croire que non, la personne qui se cache derrière la page se trouve en Côte d'Ivoire. Or, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui avec les zones presse. Zone Presse, il y a un jeune Ivoirien qui a été arrêté. On dit non, il était administrateur sur la page Zone Presse et qu'il était en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont partis, ils l'ont arrêté. Le jeune a dit que lui, il ne publie pas sur la page et que celui qui publie là, il est en Europe. Ils ont mis le gars en prison, juste après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voici que Zone Presse continue de publier ces trucs. Et on voit ce Yacouba Doumbia là, comme on dit que c'est un distributeur automatique de Bodakrou en Côte d'Ivoire. Il se lève un matin pour dire non que, oui, que celui qui est derrière Zone Presse, on le connaît. Que aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, il dit aujourd'hui à midi en Côte d'Ivoire, ils vont partir l'arrêter. Et qu'ils vont, depuis qu'on a dit c'est son ami, son collègue journaliste, qui a livré le papo. Le papo que nous sommes en train de casser pour dire que lui, c'est un vendeur de Bodakrou. Il veut mettre un délit si quelqu'un en Côte d'Ivoire, un journaliste en Côte d'Ivoire, pour dire non que c'est lui qui est caché derrière Zone Presse, qui distille la haine, qui prône la haine, qui fait ceci. En réalité, il pense que accuser Zone Presse, faisant passer la personne qui a donné son papo pour l'administrateur de Zone Presse et utiliser cette information-là pour aller faire arrêter la personne que lui considère comme la personne qui a donné les informations, on va faire très simple. En réalité, je suis venu casser les papos de Yacouba Doumbia pour dire que c'est un Bodakrouman et qu'il distribue son Boda troué partout à Abidjan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que ce monsieur appelé Yacouba Doumbia, celui-là qui distribue, le journaliste qui distribue son Boda en matière de messie, milieu de terrain, passe à gauche, passe à droite, passe au milieu. Ce monsieur-là veut mettre un délit ici, un journaliste en Côte d'Ivoire, faisant passer le journaliste comme celui qui est administrateur de la page qu'on appelle Zone Presse. Et il a mis sur sa page que cette page-là prône la haine, cette page-là distille la haine en Côte d'Ivoire et que cette page est dangereuse et que cette page veut créer des conflits en Côte d'Ivoire. Que Zone Presse a toujours eu la même communication jusqu'à aujourd'hui. Même là, il a dosé un peu, mais en réalité, il veut faire arrêter un journaliste en Côte d'Ivoire et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est d'aller faire croire aux Ivoiriens que c'est ce journaliste-là qui se trouve derrière Zone Presse. En réalité, c'est Doige. Il veut faire arrêter un gars gratuitement. Celui que tu vas arrêter là, c'est pas lui qui a donné le papo. Donc arrête tes bêtises. Arrête ça, Yacouba Bodakrou. Yacouba Bodakrou, arrête ça. Troué, arrête ça. Champion. C'est-à-dire tu as chié dans la direction du vent.
Selon mon collègue, mon ami, mon frère, Koukouno Chris, tu viens de chier dans la direction du vent. Et si tu t'amuses, Yacouba, le journaliste que tu vas arrêter là, ce n'est jamais lui qui a donné l'information. Voilà. Donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est Doyi. Voilà. Donc celui que tu penses que c'est lui là, ce n'est pas lui. Celui que tu ne penses pas que c'est lui là, c'est lui qui a donné l'information de ton boda. Donc, chers frères, chers camarades, pourquoi je demande à ce que la villa d'Alassane Ouattara à Mougin soit perquisitionnée? Parce que Nina Keïta, elle fait partie du clan de Epstein. Ceux-là même qui ont créé l'organisation de distributeuses automatiques de petites filles dans ce monde entier. L'affaire Epstein est une affaire qui concerne le monde entier. Et Nina Keïta est au centre de cette affaire. Et c'est pour cela qu'on demande aux autorités françaises d'aller perquisitionner les maisons d'Alassane Ouattara, surtout la villa d'Alassane Ouattara à Mougin. Chaque fin du mois, le monsieur, lui, est président en Côte d'Ivoire, mais chaque fin du mois, il va dans cette villa-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Et avec qui il va? Et qu'est-ce qui se passe dans cette villa? Est-ce qu'Alassane Ouattara est devenu le Epstein de l'Afrique de l'Ouest? Parce qu'on sait que Nina Keïta, elle a les moyens de ça. Elle connaît le mouvement. Elle sait comment ça se passe. C'est elle qui gère du côté Afrique pour Epstein. Aujourd'hui, Epstein n'est plus là. Mais elle a progressé dans le domaine jusqu'à elle a eu même des postes. Aujourd'hui, elle gère des entreprises en Côte d'Ivoire. Elle a la tête des entreprises de nos pétroles, de nos gaz. C'est elle qui gère. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment une distributeuse automatique de Bodakrou, de petites filles, peut aujourd'hui devenir chef d'entreprise? On ne comprend pas. Comment elle peut gérer une entreprise d'État? Quelqu'un qui n'a pas fait les bancs, quelqu'un qui n'a pas de diplôme de ça. C'est-à-dire le fait de distribuer, si elle n'a pas de pression sur Alassane Ouattara, si elle n'a pas de pression sur le gouvernement, à quel moment on lui donne ce genre de poste? Est-ce que Nina Keïta aurait des preuves accablantes contre Alassane Ouattara et le gouvernement? Et c'est pour cela qu'on lui donne ce genre de poste. Alors, chers frères, chers camarades, beaucoup de questions restent en suspens. Qui est Nina Keïta? Que fait-elle dans la vie? Pourquoi d'un coup comme ça, du jour au lendemain, elle devient chef d'entreprise en Côte d'Ivoire? Elle gère aujourd'hui nos pétroles, nos gaz. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se passe? Cette fille est dangereuse. Elle est dangereuse. Et vu qu'Alassane Ouattara marche avec elle, main dans la main, bras dans bras, coude dans coude, côté de côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, Alassane Ouattara lui-même, il faut vérifier. Il faut aller vérifier dans sa villa à Mougin. Parce que c'est là-bas qu'il passe le plus de temps. Est-ce que lui aussi, il n'est pas dans cette histoire de Bodakrou de petit? Bon, lui, on sait. Bon, selon les informations, il paraît que lui-même, Draman, on dirait Yacouba Doumbia. Non, chers frères, je ne vais pas dire, je vais pas en dire trop, pour ne pas que ça dure. Parce que je vais prendre le temps d'étudier le dossier et je vais ressortir. Cette histoire de la résidence d'Alassane Ouattara à Mougin, je crois que si jamais les autorités françaises écoutent ma vidéo et qu'ils ne vont pas faire ce que j'ai demandé, je serai obligé d'appeler encore. D'appeler parce que là c'est une vidéo que j'ai faite. Mais je pense que je vais appeler directement pour expliquer le problème. Et aller porter plainte pour dire aux autorités que cette femme est très dangereuse et que voici ce qu'elle a fait. Mais il y a une activité suspecte dans cette histoire avec son oncle. Son oncle, il est président en Côte d'Ivoire, mais chaque fin du mois, il va dans sa villa à Mougin. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026. Et vous avez certainement remarqué que je ne fais plus les vidéos comme avant pendant la campagne présidentielle. Et il y a une raison pour laquelle
durant la campagne présidentielle de 2025, au moins 1,5 million personnes visitaient ma page, la page David Bani. Au moins 1,5 million personnes visitaient ma page par mois. Souvent, ça allait jusqu'à 2 millions. Parce que pendant la campagne, quand je sortais pour faire des déclarations ou bien pour livrer un message, c'était des messages sagement, profondément inspirés que je venais de livrer et puis je me retirais. Je ne faisais pas de publicité. Vous vous souviendrez, quand je demandais à la diaspora de sortir, que dans chaque pays de la diaspora, il fallait faire des pétitions déposées dans les ambassades américaines pour que les ambassades américaines acheminent ces pétitions vers Washington. Beaucoup n'ont pas compris, mais beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis après, je vous informais que le régime d'Abidjan payait un cabinet juridique à Washington, un cabinet d'avocats, $600,000 tous les 3 mois, ce qui faisait $200,000 par mois pour soigner l'image du chef de l'État à Washington. Je vous ai aussi informé que pendant la même période, durant la campagne, que l'ambassadrice américaine à Abidjan travaillait dur pour le régime de Côte d'Ivoire et qu'il fallait écrire au conseiller du département d'État pour dénoncer les faits. Beaucoup n'ont pas pris au sérieux, beaucoup n'ont pas cru. Je vous informe aussi qu'à un moment donné, le nom de la Côte d'Ivoire ne figurait pas sur la liste des pays qui avaient des élections en 2025. Et après, je suis revenu vous informer que le nom de la Côte d'Ivoire est revenu sur la liste. Vous savez, beaucoup de choses se passaient. Mais malheureusement, tous ceux qui se disent opposants ont très mal mené ce combat. Et le régime, qui a tous les moyens, a fait ce qu'il a pu pour tirer son épingle du jeu. À partir du moment où le chef de l'État sortant, briguant le 4e mandat anticonstitutionnel, a organisé des manifestations en France, aux États-Unis le même jour, prend ces images, les donne au cabinet d'avocats, les envoie à Washington que le peuple réclame, en accompagnant ça de millions, en accompagnant ça du pétrole de Côte d'Ivoire et de l'or de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu nous avait montré, nous, la voie qu'il fallait suivre. Donc, je dis ces choses pour introduire ce que je vais dire. Et c'est ce genre de message, ce genre de déclaration que je viens faire encore aujourd'hui. Que ceux qui veulent prendre ça au sérieux, ils prennent au sérieux. Que ceux qui veulent prendre au sérieux, ils ne prennent pas au sérieux. Parce que moi, je suis un serviteur de Dieu. Et il y a des messages que Dieu m'envoie, que je livre d'une façon donnée. Parce que dans un pays, Dieu a ses prophètes. Dieu inspire des philosophes. Dieu inspire des mathématiciens. Mais comment se fait-il que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, personne ne peut arrêter les injustices? Donc, je viens faire cette déclaration ce soir, sinon ce matin, pour m'adresser à une personne de façon particulière. En l'occurrence, et c'est la première fois que je le fais, en l'occurrence, le président de GPS. S'il vous plaît, envoyez-lui ce message. Ce message s'adresse particulièrement au président de GPS, en l'occurrence, M. Soro Kyo. Vous savez, le monde change. Le monde est contrôlé non seulement par l'argent, mais le monde est contrôlé par la communication. Le monde que nous vivons aujourd'hui
il est contrôlé par la communication. C'est pourquoi vous remarquerez que les pays africains sont en retard, surtout pendant la période coloniale jusqu'au XXIe siècle, on était en retard dans certains domaines parce qu'on ne maîtrisait pas l'information. Parce que beaucoup aujourd'hui en Afrique sont accrochés à TV5, à Radio France Inter, des trucs comme ça. Et pourquoi pensez-vous que ces gens, ils sont des représentants en Afrique partout? Mais nous, en Afrique, les pays africains, on n'a pas de représentants à Washington, on n'a pas de représentants africains. Je parle des grands journalistes. Mais pourtant, ces pays-là, ils ont des représentants partout. Parce que la communication, c'est très important. L'information, c'est très important. Comme on dit, l'information, c'est le quatrième pouvoir. Donc, pour revenir au président de GPS, et à tous les observateurs ivoiriens, de la politique ivoirienne, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, mais beaucoup ne paient pas attention. C'est seulement dernièrement que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Je ne voulais même plus faire de vidéos. Dans ce domaine-là, je ne voulais plus faire de vidéos. Mais le Saint-Esprit a insisté et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Donc, si vous remarquez quelque chose, si vous allez sur l'Internet, vous tapez le nom de M. Alassane Dramane Ouattara. Il y a un travail très profond, très professionnel, bien fait. Un travail, je ne sais que dire, qui a été fait pour blanchir le nom de M. Ouattara dans tous les organes de presse, dans toutes les communications. La rébellion, ce n'est plus sous le nom de M. Ouattara. La rébellion a été définie comme quelque chose d'autre. À part les témoins oculaires. Mais le sénateur qui est à Washington, ou bien le député qui est au Canada, ou bien à Paris, vous pensez que pour savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il va se déplacer pour aller à Zornia, ou bien pour aller à Diokwe, pour savoir ce qui se passe? Il va aller sur l'Internet. Et le régime de M. Ouattara a travaillé dur pour blanchir son nom sur l'Internet. Aucun crime de Côte d'Ivoire, bien de ce qui se passe en Afrique, n'est attaché à M. Alassane Ouattara. Donc, voilà pourquoi, sous cet angle, je m'adresse à M. Soro. Parce que tous les témoins de la rébellion, ils sont presque en train de voir des disparitions. Tous. Y compris Ahmed Bakayoko. Y compris Ouattao. Tous ceux qui peuvent pointer du doigt que M. Alassane Ouattara est le père de la rébellion, ils sont presque tous en train de disparaître. Surtout les gens qui sont crédibles. Donc, M. Soro Guillaume, je m'adresse à vous. Vu le rôle que vous avez joué dans la rébellion, et j'ai entendu dire que bon, tous ceux qui étaient de la rébellion étaient pardonnés par le président Gbagbo dans le temps. Mais apparemment, le pardon de M. Gbagbo n'est pas rentré dans l'histoire, en ce sens que les Ivoiriens en ont encore gros sur le cœur. Donc, ce que M. Soro, je viens donner aujourd'hui une solution à M. Soro Guillaume, pour deux raisons. D'abord, pour rétablir la vérité et la justice, et surtout, pour mériter le pardon qu'il réclame. Et qu'est-ce que M. Soro doit faire? Il y a une raison pour laquelle le régime est en train de déployer tous les moyens possibles pour mettre la main sur M. Soro. Parce que M. Soro détient des informations qui peuvent condamner M. Ouattara. Et ne faites pas l'erreur qu'a commise M. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui, sur son lit, en train de mourir, a dit qu'ils m'ont eu. M. Soro, n'attendez pas la dernière minute aussi, comme M. Ahmed Bakayoko pour dire qu'ils m'ont eu. Ce que vous devrez faire aujourd'hui, maintenant, quand vous recevez ma vidéo, c'est de sortir de votre cachette. Faites une déclaration. Dites ce qui s'est passé pendant la rébellion. Si vous voulez, contactez-moi. Moi, je vous dirai comment il faut procéder. Bien, écrivez votre discours. Mais c'est très simple. Vous êtes une personne très éloquente. Vous comprenez ce que je veux dire?
faites une déclaration. Prends un livre, vous pouvez faire d'abord une déclaration et puis plus tard faire un livre. Mais dans un premier temps, faites une conférence de presse, mettez la vérité dehors. Parce que ce que vous faites là, ça va vous rattraper et ça ne va pas vous aider. C'est-à-dire vous cacher. Fui M. Ouattara. J'ai fait une vidéo dans laquelle je me suis adressé au président IB. Il y a 2 ou 3 mois, je crois. Mais ça s'adressait à IB, mais ça s'adressait à toute personne qui est poursuivie par des ennemis. Parce que quand l'ennemi te poursuit, ou bien l'ennemi t'attaque, que toi tu ne contre-attaques pas, cet ennemi va finir par avoir ta peau. Donc, il ne faut pas seulement te contenter de te défendre, ou bien de te couvrir. Toi aussi, tu vas riposter, aller chercher l'ennemi dans sa cachette pour le détruire. Sinon, il vient une fois, il échoue, il va repartir, mais il va revenir plus fort. Le président Bédié perd son âme. Ils ont fini par l'avoir. Combien d'empoisonnements il a échappé? Mais pour finir, ce sont les empoisonnements qu'il a eu. Parce qu'il s'est contenté de se couvrir au lieu de contre-attaquer. Donc, je vous invite à sortir de votre cachette et puis attaquer, contre-attaquer M. Soro. Parce que dans la situation actuelle, je ne sais pas si c'est votre intention ou pas, on vous prête cette intention. Faire un coup d'État, ça ne va pas y réussir. Mais ce que vous pouvez faire, qui va faire mal à M. Ouattara, bien qui va vous permettre de vous blanchir aussi, c'est de sortir, faire une conférence de presse et puis rétablir la vérité sur la rébellion. Parce que M. Ouattara, aujourd'hui, il a réussi à blanchir son nom dans tous les médias que la rébellion, ce n'est pas lui. Si vous ne me croyez pas, allez faire des recherches. Donc, vous êtes l'un des survivants qui détient la vérité sur ce problème. Et il est important que cette eau de source vienne de vous. C'est-à-dire la vérité vienne de vous parce que tout le monde sait que vous avez joué un rôle dedans. C'est l'occasion pour vous de vous blanchir en mettant la vérité dehors de ce Soro Guillaume. À la mémoire de votre frère et ami, Ouattara qui est parti. Vous avez le devoir, vous avez l'obligation morale de faire ce que je suis en train de vous dire. Vous avez aussi l'obligation morale pour tous les Ivoiriens qui sont morts dans cette crise, de sortir pour dire la vérité. Marquez la date de ce que je dis. Si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais il sera trop tard. Donc pour me résumer, M. Soro Guillaume, sortez de votre cachette s'il vous plaît. Faites une conférence de presse. Dites au monde entier ce qui s'est passé pendant la période de la rébellion. Si vous faites ça, le peuple de Côte d'Ivoire va vous pardonner. Le pardon de Gbagbo là, ça ne vous amène pas quelque part, vous-même vous le savez. Mais le peuple va vous pardonner. Et deuxièmement, beaucoup de gens qui ne vous prennent pas au sérieux, vous allez voir, vous allez avoir aussi la crédibilité plus qu'avant. Et troisièmement, vous allez donner la trouille à M. Ouattara. Je vais m'arrêter là. C'est le message que je venais livrer. Vous pouvez prendre au sérieux comme pour ne pas le prendre au sérieux. Il y avait un Ivoirien qui sortait dans le temps qu'il avait des documents très importants, des informations très importantes qu'il allait donner et pendant la période, juste avant la période électorale, pour faire mal à Alassane Ouattara. J'ai contacté le compatriote. Envoie-moi les informations dont tu parles. Envoie-moi les documents dont tu parles. Je vais envoyer au sénateur pour faire quelque chose, pour que les sénateurs nous aident. Le frère ne m'a pas pris au sérieux. Alors, les fameuses informations, les fameux documents, je ne sais pas si ça servait à quelque chose. Alassane Ouattara fait un 4e mandat. Et mon combat, je suis un enfant, je suis un fils de Martin Luther King. Et je suis inspiré, je suis gardé par le droit de justice, par la droiture. Ce que je fais, ce n'est pas un combat personnel comme M. Ouattara, mais je dénonce l'injustice. L'injustice chez ton voisin, c'est une injustice qui va arriver chez toi aussi. Donc je vais m'arrêter là pour dire à M. Soro, il est temps que vous sortiez de votre cachette et prenez vos responsabilités. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse.